Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions pour votre présence au festival Histoire et Cité. Nous espérons que vous y passerez un agréable moment de culture et d'histoire. Si la thématique du jour vous intéresse, le festival vous recommande d'assister à la conférence du caillou roulé au ciment coulé, les métamorphoses du sol urbain à Genève, immédiatement après cette conférence en salle U260. Nous vous invitons également à profiter de la librairie éphémère du festival au rez-de-chaussée du bâtiment Uni du Four, où vous arrêtez pour une boisson au bar du festival, La Guinguette, située au même endroit. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci. Je m'appelle Michel Grandjean, je suis membre de la direction de ce festival et j'ai le plaisir maintenant de vous présenter en 2 mots Claude Gauvard. Nous sommes heureux, nous sommes honorés, nous sommes réjouis d'accueillir ici Claude Gauvard, d'abord parce que c'est une excellente médiéviste, ensuite parce qu'elle a participé à la rédaction de ce livre récent, Histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours, avec une grande contribution sur la rue dans le long Moyen-Âge. Et puis nous nous sommes dit qu'il s'imposait avec évidence d'inviter Claude Gauvard pour ce festival. Nous sommes heureux que vous ayez accepté. Claude Gauvard n'est pas seulement historienne de la rue, elle est historienne de Paris. Et vous trouverez, à la librairie également, ce Paris du Moyen-Âge, comme aussi cet ouvrage qu'elle a co-dirigé sur Notre-Dame de Paris, de sa construction à l'incendie de 2019. Et puis, quelques autres livres de Claude Gauvard, je ne les ai pas tous amenés ici, quelques autres livres que vous trouverez aussi à la librairie, notamment ce Jeanne d'Arc, notamment La condamnation à mort au Moyen-Âge, et puis enfin, un recueil d'articles passionnants qui s'appelle précisément Passionnément Moyen-Âge et qui est une véritable déconstruction de toutes les idées reçues que l'on pourrait encore avoir sur le Moyen-Âge. Alors tous ces livres, à l'issue de sa conférence, Claude Gauvard sera à votre disposition pour vous les dédicacer, si vous voulez la retrouver au premier étage, à la librairie Payot. Mais sans attendre, je vous donne, Claude Gauvard, la parole, non sans vous remercier encore une fois de votre concours pour ce festival Histoire et Cité. Merci beaucoup, Michel Grandjean. Merci beaucoup à vous tous d'être là pour écouter quelque chose qui, effectivement, va porter sur le Moyen-Âge. Essentiellement, d'ailleurs, le titre est un peu traître. Pas vraiment, puisque j'ai mis à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on a effectivement des archives qui nous font découvrir la rue de façon plus précise. Et pourquoi théâtre de la conversation? Parce que la rue au Moyen-Âge est bien sûr une rue de passage, une rue où on traverse, une rue où on échange, une rue du commerce, bien entendu, mais c'est aussi un lieu, si vous voulez, de la conversation. Qu'est-ce que c'est que la conversation? Il faut se reporter aux mots converser, conversation, qui sont très souvent employés dans les textes de la fin du Moyen-Âge. Ça ne désigne pas seulement, comme de nos jours, l'échange de paroles, nous sommes en conversation les uns avec les autres, c'est beaucoup plus que cela, c'est comment se comporter dans la société. Converser, c'est, si vous voulez, se présenter. Comment on se présente dans la société, comment on est, comment on se comporte, et tout de suite, il y a un jugement de valeur. On est de bonne ou de mauvaise conversation, on est plutôt, quand on est, comme vous et moi, au sein d'un amphithéâtre, de bonne conversation, mais on peut aussi de mauvaises conversations avec un jugement de valeur. Et qui opère ce classement? Alors, incontestablement, le pouvoir qui décide d'en haut qui est un bon sujet ou qui est un mauvais sujet, mais aussi, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, le pouvoir n'est pas seul juge. La rue joue un rôle primordial dans cette définition de la conversation, et ce qui donne toute sa place à un pouvoir venu d'en bas. Au Moyen-Âge, la rue est constitutive effectivement de l'individu dans ce qu'il a de plus personnel, sa réputation. C'est aussi le lieu qui lui permet de réguler les normes de comportement collectif, ce qui constitue les valeurs de la société, en dehors
des règlements venus d'en haut, imposés par les lois et par le pouvoir. Avec l'arrière-pensée de démontrer, si vous voulez me suivre, que ces échanges sont constitutifs d'un espace public qui n'a pas attendu le XVIIIe siècle, contrairement à ce que beaucoup d'historiens écrivent, pour se constituer. Un espace public où circulent les idées, bien sûr, parfois sous forme de rumeurs, qui peuvent éclater en révolte. Et je vais donc essayer en 3 points de vous démontrer en quoi, justement, cette rue est un théâtre de la conversation. Une première partie portera sur la rue, lieu de la réputation, une seconde sur la rue, lieu du contrôle social, et enfin, lieu de rumeurs et de révolte. Et nous arriverons, je l'espère, à une conclusion. Alors, d'abord, première partie, la rue est un lieu de la réputation. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, si vous voulez, sans que je décrive amplement les aspects matériels de la rue, on a des aspects matériels qui, effectivement, imposent de vivre en proximité. On vit en proximité et les rues sont étroites, 2 mètres en général, parfois moins, et quand on a une rue de 6 mètres, c'est vraiment un boulevard. C'est le cas, par exemple, de la rue Neuve de Notre-Dame, construite à la demande de Maurice de Sully à la fin du XIIe siècle. Donc voilà un petit aperçu de la ruelle aux chats, à Troyes, qui est évidemment le cas extrême. J'ai fait un peu exprès de vous prendre cet exemple avec l'encorbellement qui vous montre la proximité à la fois au rez-de-chaussée et même au premier étage entre les individus. Les maisons sont basses, en plus, en général 2 étages, voilà à peu près. Dans cette enluminure du gouvernement des princes, on a une vision à peu près correcte de ce qu'elles devaient être les maisons médiévales, en particulier par exemple dans les grandes villes. Une ville comme Paris, il y a 2 étages maximum. Voilà. Donc des maisons basses, ce qui évidemment accentue encore la proximité. Des maisons ouvertes sur la rue. Voilà cette taverne qui est effectivement très ouverte, ce qui fait qu'on mélange le public et le privé. On est très vite, si vous voulez, au courant de ce qui se passe à l'intérieur de la maison et ça circule, évidemment, dans la rue. Et les tavernes, qui sont des lieux, des points de focalisation de la vie collective, sont des relais importants pour faire circuler tous les bruits à l'intérieur de la ville ou du village. Alors, en plus, si vous voulez, ces rues ont une certaine homogénéité du peuplement. On a parfois le même métier dans la rue, d'où le nom des rues, rue des Cordonniers, rue des Foulons, rue des Bouchers. Donc, identité de métier, des conditions sociales souvent identiques, d'artisans, du petit peuple, et cela, et ça va peut-être vous étonner, c'est la même chose dans les petites villes et dans les grandes villes. J'ai un peu travaillé sur Paris, où effectivement, on a des rues qui sont des rues de métiers pratiquement identiques ou de conditions sociales identiques. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont nourries par l'exode rural et par l'immigration, et on voit arriver dans la même rue des gens qui arrivent du même pays. Donc il y a un afflux de population venue de l'extérieur, mais il est très vite assimilé par le biais de cette provenance de la même origine. Et on ne sait pas, alors, ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps il faut pour que ça soit vite assimilé. Mais il y a un va-et-vient entre l'arrière-pays et la ville qui fait qu'on a une certaine uniformité des rues. La rue est donc un lieu d'échange entre gens de connaissance, y compris, je le répète, dans les grandes villes comme Paris. Qu'est-ce qu'il prouve ? Eh bien, j'ai beaucoup travaillé sur le crime,
et je sais qu'on se tue entre soi. Non pas membres de la même famille, surtout pas, mais membres de la même rue. Vous voyez? Membres de la même rue. On se tue entre soi. Et la violence, donc, ne vient pas de l'extérieur, mais du compagnon de métier ou du voisin. Et c'est donc entre gens de connaissance que se construit la réputation. C'est là qu'on construit la renommée. C'est là qu'on construit la renommée. Je vais y arriver. La renommée, qu'est-ce que c'est? On peut employer le terme latin de fama. C'est ce qui est dit par les autres de vous, ou ce qui est dit de vous par les autres. Et on n'existe que par le regard que les autres portent sur vous. Ce sont eux qui définissent votre bonne ou votre mauvaise renommée dont je parlais tout à l'heure. Et on est dans une société du paraître, de ce qu'on paraît aux yeux des autres. Et mais pas n'importe quels autres, justement. Ceux du pays de connaissance qui évaluent ce que vous êtes. Et cette évaluation passe par la rue. Pour les crimes commis pour réparer un honneur blessé, dans 10% des cas seulement, on ne se connaît pas. Dans 90%, ça se passe entre gens du pays de connaissance. Et avec quelles armes on construit cette réputation? Eh bien, avec l'injure. L'injure verbale ou le geste injurieux qui fonctionne comme un défi. Les archives judiciaires, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, en particulier les lettres de grâce des rois de France, sont truffées d'injures. À un point tel que parfois, je les énumère sans même plus y faire plus attention. Donc, dans 40% des cas, les homicides sont précédés par des injures. Et dans 40% des cas aussi, j'y peux rien, c'est le même pourcentage, ça se passe dans la rue. Autrement dit, on vous injurie éventuellement à la taverne, mais on va régler le problème dans la rue. Ces injures sont soit verbales, soit gestuelles. Ôter le chaperon d'une femme, par exemple. Le jeter par terre, voire même le toucher seulement, ou couper le bout de la cornette. C'est un geste injurieux qui mérite une vengeance. Alors là, ou bien froisser le verre qu'on tient à la main. Hein, le froisser, c'est joli cette expression que j'ai trouvée dans une lettre de rémission. Le froisser, ça veut dire le bouger, enfin le heurter, hein, le froisser. Ou bien refuser un geste de politesse. C'est une injure. Et pourquoi est-ce qu'on va dans la rue? Pour avoir une portée sur la réputation des injures, qui doivent être prononcées en public, sur une place, au marché, devant, comme le disait Philippe de Beaumanoir, grand planté de gens. On aggrave son cas si on prononce l'injure en public, évidemment. Dans ces injures, la priorité est donnée à l'injure sexuelle, qui détruit la renommée des femmes et qui, par conséquent, impose aux hommes d'intervenir. Et là, je voudrais évidemment passer sur... Ah, ça y est, j'ai été trop vite, je suis allée trop vite. Voilà. Vous avez devant vous un texte qui est extrait d'une lettre de rémission où nous sommes dans un petit village. Alors vous imaginez un petit village, une taverne, où habite un dénommé Longue-Pense. Simon Charton dit Longue-Pense, demeurant à Bussy-sur-Aisne. Oh, Bussy-sur-Aisne, il doit y avoir 2000 habitants, et maximum. Hein. Peut-être même moins. Et par plusieurs fois, il a injurié une jeune fille qui était une sœur légitime, donc née en légitime mariage, hein, de Girard et Lambin, prude femme et de bonne renommée. Mais elle est servante, hein, elle est servante, dans l'auberge en face de là où il habite. Par plusieurs fois, il l'a injuriée. Et au mois d'août dernier passé, présente plusieurs personnes, voilà le problème,
Mu de courage et volonté déraisonnable, l'avait clamé putain ribaude. Et avec ce, battu de fait. Et oui, il l'a déshonoré. Hein, c'est ce que ça veut dire. Mais alors, les deux frères n'interviennent pas tout de suite parce qu'ils sont de la même confrérie que les enfants de Longpense, donc ils se sont promis la paix, donc ils n'interviennent pas. Mais ils disent qu'il veut cesser d'ainsi injurier Icelfil, et de quoi ne voulut rien faire, donc il continue à l'injurier, publiquement, et pour occasion desquelles choses elle a été moult reculée de mariage. Tout est dit. Tout est dit, elle a perdu son honneur à force d'avoir été injuriée dans la rue en public. On passe donc à un deuxième acte, qui est la vengeance. La vengeance qui consiste à dire, dans la rue, tu as menti par ta sanglante gorge. En public à nouveau, pour restaurer l'honneur blessé. Et là, c'est ce que font les frères, ils passent à la bagarre et au couteau à trancher pain, vous voyez, et là, finalement, ça se passe dans la rue, vous voyez, ils se donnent des coups de bâton, ils se blessent, et ils finissent par blesser sérieusement le dénommé Longpense, qui meurt quelque temps plus tard, parce qu'évidemment, il se conduisait mal. Et ils se sont mis en asile, dans l'église voisine, en lieu saint, et là, bien sûr, ils essayent d'obtenir la grâce. On va y revenir. La rue est donc le théâtre de cette vengeance pour réparer un honneur blessé, et c'est un schéma qui est, dans 90% des cas, de l'homicide. C'est énorme. Ce schéma-là, je vous ai pris cette lettre parce qu'elle est très significative de la façon dont ces choses se passent. Le schéma en question est considéré par tout le monde comme un beau fait. Je cite Beaumanoir à nouveau. Un beau fait, entre guillemets. Et le roi lui-même va trouver que c'est un beau fait parce qu'il y a eu vengeance d'un honneur blessé et il va accorder sa grâce. Et voilà le texte final. Nous avons quitté, remis et pardonné, et nous quittons et les restituons alors eux, les auteurs de l'homicide, à leur bonne femme et renommée, donc fama, à leur bonne renommée, au pays à leurs biens par le diban non confisqué, en imposant ce silence perpétuel à tous nos officiers, satisfaction faite à partie premièrement et en toute œuvre, ça avait déjà été fait, et il impose, le roi, simplement aux deux meurtriers de Longpense d'aller faire un pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour. Ce qui n'est pas rien, parce que quand même on est dans le nord et on va leur imposer un pèlerinage. Ils rapporteront satisfaction avec la preuve du pèlerinage. Alors là, nous avons là un beau fait, vous voyez. C'est tout à fait typique de la rue, c'est quand même très fréquent, c'est très mal décrit dans les chroniques, parce que ça n'intéresse pas les chroniqueurs. C'est quand même assez paradoxal. Ces meurtres, ces homicides, qui sont très fréquents, on n'en trouve pratiquement pas trace dans les chroniques, parce que ça va de soi. Ça va de soi. En revanche, les chroniqueurs font attention à ce qu'ils appellent le meurtre, que nous appelons, nous, l'assassinat, un mot qui apparaît au XVIe siècle, et qui est, alors, tout à fait autre chose, qui a lieu aussi dans la rue, mais qui est beaucoup plus rare, rien à voir. Là, vous avez l'assassinat du duc d'Orléans, le meurtre donc du duc d'Orléans le 23 novembre 1407, c'est Louis d'Orléans, avec, regardez, tué par des hommes en grand nombre, qui sont des tueurs à gages, qui ont été payés par le duc de Bourgogne, Jean sans peur. Alors ça n'est pas un beau fait. Pourquoi? Parce que ça se passe de nuit, il est 10 heures du soir, le duc revenait de chez la reine qui venait d'accoucher, donc il était à peu près, il faisait nuit, au mois de novembre, il faisait nuit assez tôt, et
d'autre part, on a engagé des tueurs à gages. Là, l'honneur n'est pas en jeu, vous comprenez? C'est un meurtre, un assassinat avec préméditation, alors que dans le cas précédent, dont je vous ai parlé, qui met en cause la réputation, il n'y a pas de préméditation. La vengeance est en général assez rapide d'ailleurs. Et d'ailleurs, on attaque effectivement au visage, de face. Bon. Donc ce schéma, il est constant. Il faut réparer l'honneur blessé. Et pourquoi? Parce que la rue permet effectivement à tout le monde de savoir que la réputation est sauve. Et peut-être on peut imaginer qu'après le meurtre de Longue-Panche, la jeune fille en question a pu effectivement se marier. La rue n'est pas seulement... Vous voyez bien que le poids du voisinage est quand même absolument terrible. Hein. Le poids du voisinage est terrible. Et le poids du voisinage est si terrible que la rue assure aussi, et c'est le deuxième grand point, le contrôle social. Avec un poids du voisinage très fort qui fait que tout se voit et tout se sait. Je vous ai pris une petite miniature qui est très connue, mais qui est tout à fait significative, où on voit dans une scène de foire, n'est-ce pas, qui se passe dans la rue, eh bien, tout le monde est là, tout le monde se connaît, et vous voyez les maisons, comment elles sont. Alors évidemment, c'est tout à fait idéalisé, mais elles ne sont jamais très hautes. Hein. Tout se voit, tout se connaît, et on parle, regardez. Même dans la miniature, on voit même un homme et une femme en train de discuter. Bon. Donc tout se sait, tout se voit et tout se sait. Et je vais vous donner maintenant 2 exemples tirés de mes archives qui vont vous montrer comment ça se passe, le contrôle social. Un à Prialan et un autre à Paris, on est à la fin au début du XVe et à la fin du XIVe siècle. Laon, petite ville qui a à peu près 5000 habitants à cette époque, c'est extrait des registres du Parlement de Paris. On est en 1403. Dans la même rue vivent Perrette, une jeune fille, et Jeannette, une jeune femme qui est réputée d'être maquerelle. Survient un noble et chevalier, Tristan de Moix, homme marié, mais, dit le texte, qui est connu pour aimer hors, donc en dehors du mariage, et bien contenter les femmes qu'il aime. Déjà, vous voyez la réputation connue de ce Tristan de Moix. Il demande à Jeannette de lui servir d'intermédiaire pour arriver à être plus proche de la jeune fille Perrette. Autrement dit, il veut en faire sa maîtresse. Des termes qui ne sont pas médiévaux. Hein. Jeannette refuse, ou en tout cas aurait refusé, de lui servir d'entremetteuse. Or, Tristan arrive à ses fins. Et à quoi le voit-on? La jeune fille, je cite, « est bien vêtue et mieux qu'elle n'est toi accoutumée. » Autrement dit, elle a changé d'apparence et vit au-dessus de son état. Or, de cette transformation, les voisins en parlèrent. Le terme n'est pas de moi, il est dans les textes. En parlèrent. Et c'est quand ils en parlent que ça devient effectivement difficile. Mot-clé. Les femmes ont vu Tristan, je cite, « aller et venir dans la rue ». Et la jeune fille commence à être diffamée. « Laquelle chose est-toi à son déshonneur », dit le texte. La mère de la jeune fille, la dénommée Perrette, ne supporte plus
les choses, Perrette non plus, et elle demande à Tristan de la venger. Il fit appel alors à des tueurs à gages qui s'en prennent à Jeannette, qui a peut-être servi d'entremetteuse, je ne sais pas. Hein, bon, on ne peut pas le savoir, ça. Et il traîne Jeannette sur un tas de fumier, lui ouvre les lèvres sous la forme d'un viol fictif, qui est donc, si vous voulez, le contrebalancement de l'indignité qui a été faite à la dénommée Perrette. Jalousie, envie, sans doute. Les voisines, en tout cas, définissent la norme de comportement d'une jeune fille qui doit répondre à son état social. Il est donc très difficile de s'affranchir de son statut. Et c'est la rue qui contrôle le maintien de ce statut. Élément essentiel du contrôle social où s'édictent les normes non écrites et des normes par conséquent de comportement. Deuxième exemple. On est à Paris cette fois en 1392. C'est le procès de Marguerite de Bruges au Châtelet. Un homme, Colin le rôtisseur, est blessé à mort rue aux Oies à Paris. Le prévôt de Paris enquête. L'enquête se passe au Châtelet. 2 hommes sont arrêtés et dans un premier temps, ils n'avouent pas qu'ils ont été embauchés comme tueurs à gages par Marguerite de Bruges. Et le prévôt n'inquiète pas, dans un premier temps, Marguerite de Bruges. Il ne lui interroge pas, car elle est la femme d'un marchand de chevaux, très honorable, et elle est, je cite, de bonne conversation. Les témoins sont convoqués. Ils habitent dans la même rue que Marguerite de Bruges. Et ils commencent à parler. Ils ont vu Marguerite aller aux étuves, parler avec des inconnus. Sous-entendu, elle a pu payer des tueurs à gages. Deuxièmement, elle n'a pas une conduite irréprochable. L'un de ces tueurs à gages-là, qui a été arrêté, est peut-être son amant, y pense-t-il. Ils l'ont vu dans la rue. Et enfin, poussés à bout, ils avouent tout, c'est-à-dire que Marguerite de Bruges est une ancienne putain, que son mari a sorti du bordel le plus renommé de Paris, qui est celui de Glatigny. À partir de là, le juge décide alors de la passer à la question, donc de la torturer pour savoir la vérité, parce qu'elle n'est plus de bonne conversation, elle est de mauvaise réputation. Et sous la torture, évidemment, Marguerite de Bruges avoue son forfait, et elle termine sur le bûcher. Là encore, la rue a condamné l'ascension sociale dont a profité Marguerite de Bruges, peut-être par jalousie. Est-ce qu'une ancienne putain peut devenir une femme honnête? La critique de son passé sexuel est essentielle pour ses voisins. Pour les juges, elle est finalement relativement secondaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir la vérité du meurtre. Qui a commandité ce meurtre? C'est la différence, me semble-t-il, profonde et grave, entre le code social de la rue et celui de la justice royale. La justice royale porte sur la vérité des faits, ce qu'on appelle la fama facti, la renommée du fait, et la justice de la rue porte sur la fama personae, la réputation de la personne, ce qui n'est pas du tout, effectivement, la même chose. Ça, c'est essentiel pour comprendre, si vous voulez, la différence. Alors, on a, dans cette définition du contrôle social, un groupe qui est très actif pour définir dans la rue ce qu'est, ce qui doit être et ne pas être. C'est ça, le code des comportements. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire.
Eh bien, c'est le groupe des jeunes qui est capable de dire où est le droit, en particulier en matière sexuelle. Ils investissent la rue pour édicter la norme. D'abord, par le biais de fêtes, de cérémonies ou de rites, le terme est plus juste, comme par exemple les charivaris. Alors, les charivaris, qui sont destinés à critiquer les unions mal assorties, la jeune femme qui s'est mariée avec un vieil homme, ou les remariages qui ravissent une épouse possible aux jeunes célibataires. La rue devient alors le bruit de leurs concerts discordants sur des instruments inappropriés. On tape sur des chaudrons, par exemple, et le cortège défile parfois avec des travestis. Ils peuvent être habillés même de peau de bête, comme ça a été le cas, par exemple, au bal des Ardents, dans la cour royale de 1393. Voilà une miniature qui est connue, mais qui est intéressante, du roman de Fauvel. On voit très bien, vous voyez, les travestissements, les gesticulations, le concert discordant qui s'empare de la rue pour montrer, dire, si vous voulez, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui vient de se passer. C'est une sorte d'inversion ritualisée qui dit le désordre que provoquent ces mariages dans la société, et le retour au calme impose d'ailleurs à celui qui est menacé ainsi de donner de l'argent, que les participants se partagent en boissons et en repas à la fin du rituel. D'autres rituels peuvent aussi définir la fille commune, celle qu'on veut même faire devenir fille commune. C'est le cas des viols collectifs, qui est étudié en particulier par Rossio dans la ville de Lyon, où il y a des bandes de jeunes qui effectivement s'en prennent à des servantes, souvent des femmes qui sont, des jeunes filles qui sont au bas de l'échelle sociale, et qui, en les violant, les font passer dans le groupe des filles permises, des femmes permises, des femmes de mauvaise renommée. D'autres rituels encore s'apparentent à des humiliations punitives dont les jeunes prennent l'initiative et sont les fers de lance. Je vous citerai une lettre, justement, sur laquelle je suis en train de travailler en Poitou. Une jeune femme, on est dans un petit village du Poitou, une jeune femme est menacée par les jeunes parce qu'ils veulent dénoncer son adultère. Et comment veulent-ils dénoncer l'adultère? Au moment de la Pentecôte, en la prenant et en la trempant dans la rivière. Donc, vous imaginez la scène, ils vont la chercher, circulent dans la rue avec la jeune femme et la trempent dans la rivière. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a été prévenue par une de ses amies qu'il avait l'intention de faire cela. Donc elle cherche à s'enfuir parce qu'elle ne veut pas que son mari soit au courant. Et c'est le déshonneur complet, vous comprenez? Donc, problème familial, problème de couple et déshonneur villageois. Et du coup, elle vole pour pouvoir partir du village et subsister. Eh bien, la lettre de rémission, la lettre de grâce que donne le roi est très intéressante. Parce que, en fait, il lui pardonne quoi? Le vol. Mais dans sa lettre, lui, il n'est pas question d'adultère. Il s'en fiche. Vous voyez? Donc, on a une différence importante entre ce que disent la société d'en bas et ce que même disent les normes étatiques de justice de la part du roi. Ces normes sont collectivement acceptées par la société, par ce petit peuple d'en bas. Et par conséquent, on a effectivement la construction d'un honneur collectif de la rue qui
fait qu'on habite une rue honorable ou au contraire une rue malfamée. Cet honneur collectif de la rue, c'est la foule entière de la rue, les voisins, qui participent pour le construire, en particulier en développant les rites d'exclusion, y compris même quand il y a eu une décision judiciaire. Il faut que le public soit présent pour approuver la décision judiciaire. Et il en ajoute parfois en poussant des cris ou en jetant des pierres. D'où des peines d'humiliation, comme celle-ci, qui est la peine de course, qui a lieu dans la rue, pour justement dénoncer les adultères, où l'amant et l'amante sont traînés, nus, dans la rue. Alors on a pensé longtemps que c'était lié au Midi, seulement dans le Midi, mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi des peines de course dans les villes du Nord. D'autre part, toujours dans le collectif, la foule est obligatoirement présente lorsqu'il y a peine de mort, le condamné empruntant toujours la même rue pour aller sur le lieu de l'exécution. À Reims, par exemple, c'est la rue Barbâtre. Donc, on a là des sergents qui rameutent, vous voyez, qui rameutent avec le crieur, vous voyez, le sergent qui amène le condamné, vous avez le crieur qui rameute la foule, parfois même il tape aux portes pour que les gens sortent, et du coup, les voilà qui regardent par la fenêtre. C'est indispensable encore à la fin du Moyen-Âge. Cette présence est indispensable pour que l'exécution soit acceptée. Jusqu'au bout, la foule peut dire et peut crier à l'innocence du condamné, ou au contraire, affirmer qu'il faut le condamner en lui jetant des pierres. Bon. J'ai un exemple tout à fait intéressant. On est à Meaux. Donc petite ville, mais enfin une ville déjà importante. Et le condamné discute avec la geôlière, condamné à mort, discute avec la geôlière. Alors soit il l'avait acheté, soit il était beau garçon. Elle lui dit, c'est pas compliqué, tu vas prendre le chemin là, et quand tu seras arrivé à tel endroit, tu vas crier « Clergie, clergie !» Ça veut dire « Je suis clair, je suis clair !» Et par conséquent, comme je suis clair, je ne peux pas être condamné à mort. Bon. C'est intéressant, parce que, en fait, il a effectivement crié « Clergie, clergie !» mais la foule, présente sur le passage dans la rue, n'a pas accepté son cri, et il a été effectivement pendu. Donc on a, vous voyez, une sorte de, de connivence possible. Jusqu'au bout, la foule peut encore dire qu'il faut sauver le condamné, et parfois même une jeune fille sort de la foule pour dire et demander la main de celui qui doit être condamné à mort. On a encore une vox populi, vox dei, voilà, la présence de... Bon. Et enfin, du coup, on construit une rue honorable, ou au contraire l'inverse, d'honnête conversation. Alors, je vais vous donner un petit exemple de la fin du XVe siècle à Paris. Jeanne, femme de Jean Soyer, manouvrier, habitant rue de la Petite Truanderie, est amenée par le guet à 11h de nuit à la complainte, je cite, de ses voisins pour ce qu'elle se gouverne mal. Femme commune, alors qu'elle est mariée, s'adonnant en plus à la boisson. On souhaite l'expulser et par conséquent, on l'emmène au Châtelet. On souhaite aussi expulser les prostituées des rues honorables, d'où des rues malfamées, telle la rue Chapon à Paris, par exemple, qui est une rue dissolue,
Je cite. « L'honneur de la rue va donc avec celui des habitants et des maisons qui l'abordent. Et on décline son identité en donnant son lieu d'habitation et la rue où on habite, parce que ça fait partie de l'honneur des individus. Rien de pire que d'être déclaré demeurant partout. Demeurant partout, ça veut dire vagabond. Hein? On collabore donc, du coup, avec les autorités judiciaires, et les autorités judiciaires se servent même de ces dénonciations venues d'en bas pour établir l'ordre. C'est le cas en Angleterre avec le Frank Pledge, et c'est le cas aussi à Florence, par exemple. Pourtant, la rue n'est pas toujours participative. Elle est aussi le lieu de la rumeur et de la révolte. Les deux sont liés. La rumeur, quand je trouve le texte, le mot, pardon, je ne sais jamais si c'est le bruit qu'on porte ou l'annonce d'un soulèvement possible. Ou l'annonce d'un soulèvement possible. La révolte peut commencer par un cri, celui des femmes en général, contre les officiers venus pour élever l'impôt, comme c'est le cas pour les Maillotins. Mais très vite, ce sont les hommes qui prennent la tête de la révolte, qui a pour cadre essentiel, justement, la rue. Regardez la révolte des Maillotins, représentée ici. Elle a commencé par un cri d'une marchande de Cresson, en 1382, et elle, très vite, le fait des hommes, vous ne voyez plus une femme sur cette miniature. Aux origines de la révolte, donc, souvent un bruit, une rumeur, un cri, et la violence éclate. La violence éclate rapidement. Donc, si vous m'avez suivi, vous devez comprendre tout de suite que la révolte, au départ, elle se fait entre gens de connaissance. Ce sont des gens d'interconnaissance qui sont le noyau de la révolte. Ensuite, et dans un deuxième temps seulement, arrivent ce que Bronislas Geremek appelait les marginaux. C'est justement ceux qui demeurent partout et qui sont sans feu ni lieu. Au départ, ce sont des gens de connaissance. Mais quand ils arrivent et quand ça éclate, ça devient un lieu de désordre. Et la rue, lieu de désordre extrême, d'une violence sanguinaire qui s'entretient d'elle-même. On décapite les corps et on les traîne dans la rue, comme le montre d'ailleurs, de façon extrêmement, symbolique presque, hein, cette miniature sur la révolte de Gand. On n'est pas dans le Royaume de France, mais c'est quand même presque. Alors, lors des événements de 1418 à Paris, un témoin raconte comment les caniveaux ont été gorgés de sang. Voilà la révolte. Le massacre des Armagnacs par les Bourguignons, qui a été extrêmement violent. Les caniveaux sont pleins de sang. Mais, comme il est, lui, pro-bourguignon, le bourgeois de Paris qui raconte la scène, dit que le lendemain, tout était propre, parce qu'il avait beaucoup plu. Et par conséquent, Dieu avait lavé la rue. Le ciel était du côté des assaillants, les fameux bourguignons qui avaient massacré les Armagnacs. Pour éviter la répression, les rues sont souvent tendues de chaînes pour empêcher la partie adverse de progresser, ou bien alors par décision ensuite des autorités pour arrêter la révolte. Tendues de chaînes, c'est le cas à Paris justement après la révolte des Maillotins, et la situation a duré d'ailleurs une dizaine d'années en prévention, car finalement les autorités ont peur de la rue. Elles ont peur de la rue, c'est constant cette peur. Et on essaye justement, les autorités essayent de faire passer le message de ce qu'il faut faire, par le biais souvent des prédicateurs, et on essaye de calmer le jeu. Les rues peuvent être donc le théâtre de carnage très violent, et pourtant la révolte s'arrête.
et pas seulement parce qu'elle est stoppée par les autorités et que les armes sont inégales entre, évidemment, les chevaux et les armées du roi d'une part et les révoltés qui disposent seulement de maillets, c'est évident. L'arrêt de la révolte, elle s'arrête pourquoi? Parce que justement, je crois, j'ai beaucoup réfléchi à cela, parce qu'elle a lieu dans la rue, justement, et seulement dans la rue, et que la rue ne peut pas être le cadre d'un désordre extrême pendant très longtemps, surtout quand le temps est inversé et que les événements se passent de nuit, par exemple, à minuit. La rue devient d'ailleurs très vite un lieu de fête après la révolte, ou pendant la révolte, quand les révoltés croient qu'ils ont gagné. On célèbre la victoire, on fait des feux de joie, on danse, on met le vin en Perse. Ces manifestations montrent bien, me semble-t-il, que la rue ne peut pas être longtemps un lieu de désordre. Et la révolte médiévale, si elle échoue, c'est justement parce qu'elle ne porte pas d'autre projet que la violence dans la rue, et c'est là sa limite, me semble-t-il. Tout se passe comme si la rue porteuse de la révolte était insuffisante pour appeler à des réformes, à un programme politique. La rue porte en elle, justement, ses propres limites. En conclusion, je voudrais dire à quel point, d'abord merci de m'avoir permis de faire cet exposé, parce que ça m'a permis de remettre un peu de l'ordre dans mes idées. L'histoire de la rue donne accès au petit peuple, si souvent mal connu et négligé, à ce que j'appelle le monde d'en bas. Et elle permet de le saisir comme un acteur important du quotidien. C'est là que se constitue la réputation, l'honneur qui devient celui de la rue, et plus largement même celui de la ville. N'imaginez pas quand même la rue comme un lieu idyllique. D'ailleurs, ce n'est pas ce que je vous ai dit. On y dénonce. On y a des sentiments de jalousie et d'envie. Il n'y a pas donc d'unanimité et de consensus. Au contraire, des compétitions entre voisins, des dénonciations, des exclusions possibles, qui s'exacerbent d'ailleurs lors des révoltes, qui peuvent lancer ces hommes et ces femmes les uns contre les autres. Mais cette vie d'en bas prouve une grande vitalité qui interdit de penser qu'il n'existe pas d'espace public et d'opinion publique au Moyen-Âge. Beaucoup d'historiens disent qu'il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'il y ait opinion publique et espace public, à la suite d'Habermas, évidemment. En fait, les médiévistes ont plutôt tendance à nuancer ce point de vue. Cette opinion publique n'est pas réservée aux élites de la société. Certes, la rue est parcourue par la rumeur, par la fausse nouvelle, mais elle est créatrice de normes, parfois plus sévères que le sont le contenu des ordonnances urbaines ou royales. Et c'est donc dire, me semble-t-il, à quel point la rue peut contribuer à définir la civilisation des mœurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude Govard, pour cette belle évocation de la rue qui rappelle quelques belles pages de ce livre sur la rue, enfin le long Moyen-Âge et la rue. Vous êtes une véritable portraitiste qui nous présentait presque la rue comme une personne, un peu comme Michelet, enfin, qui peint le peuple. Ben vous, c'est la rue que vous peignez, mais vous rejoignez aussi Michelet. Merci beaucoup pour cette évocation, au terme de laquelle quelques minutes nous sont données maintenant. Si vous voulez prendre place, Claude Govard, dans ce fauteuil, quelques minutes nous sont données pour répondre à
quelques questions. Est-ce que l'on garde cet éclairage qui ici nous éblouit? Voilà. On pourrait peut-être baisser un peu les projecteurs qui sont là-haut en souhaitant une petite éclipse si jamais c'était possible. Merci beaucoup. La parole est à qui souhaite la prendre maintenant. Merci de vous manifester en levant la main. Un micro va vous être tendu. En attendant que la première question se prépare, une question sur ce petit peuple. Parce qu'on voit les hommes, les femmes de la rue, mais quasiment pas les enfants ni les vieillards. Et j'imagine qu'eux aussi sont toujours dans la rue. Quelle est, par exemple, la place des enfants dans la rue? Et qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les enfants dans la rue, il y en a. Les enfants dans la rue, alors on ne les voit pas beaucoup, si vous voulez, sauf... moi, je les vois. J'ai beaucoup travaillé sur le crime, vous en êtes aperçu. Alors, on les voit parce qu'ils peuvent être victimes d'accidents. Donc, ils sont dans la rue. Hein. Et... l'accident est considéré comme un crime. Voilà. Donc, j'ai quelques enfants, effectivement, dans la rue, qui jouent, qui peuvent jouer dans la rue, qui peuvent aussi travailler, mais pour jouer aussi. Hein. Voilà, les deux. Donc, alors, les vieillards, c'est plus compliqué, parce que je dirais que c'est peut-être eux qui sont le moins dans la rue. Je les vois davantage dans la cheminée, ou à côté de la cheminée, à l'intérieur de la maison, vous voyez. Donc, non, c'est quand même la rue est quand même plutôt le théâtre des gens qui sont en état d'avoir une activité. Voilà. Hommes et femmes du petit peuple, et pas seulement les hommes, des femmes, travaillent dans les ateliers. Merci beaucoup. Qui souhaite prendre la parole au terme de cette évocation? Une chose qui m'a frappé aussi, c'est cette différence qui n'existe pas au Moyen-Âge entre le privé et le public. Comme si on est dans la rue, mais on n'est pas dans le public parce qu'on est dans le privé. Puis ça, on le voit avec les échoppes et les marchands. Enfin, impossible de tracer la frontière. Enfin, c'est une terminologie qui n'est pas opératoire à vous lire. Absolument. Alors le problème, non, on peut pas. C'est pas du tout opératoire. Privé-public, c'est pas opératoire. Mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites parce que, par exemple, alors je vais parler de choses très actuelles en fait. Un homme qui bat sa femme, elle crie. C'est dans la maison que ça se passe. Un couple passe, entend les cris. La femme dit, entend, elle est avec son mari, entend, et le mari lui répond, ça ne te regarde pas. Donc il y a, vous voyez, quelque chose qui prouve quand même qu'à l'intérieur de la maison, il y a des choses sur lesquelles le public n'a pas à intervenir. L'extérieur n'a pas à intervenir. Ça, c'est quand même une limite. Bon, moyennant quoi, tout est ouvert sur la rue. Tout le monde sait tout. Alors, à un point tel que, si vous voulez, par exemple, j'ai des dénonciations pour, par exemple, des avortements. Hein, dénonciations parce que les voisines ont bien vu que la jeune fille en question n'avait plus ses règles et que, par conséquent, voilà. Vous voyez ? Donc, c'est une surveillance complète qui devait être absolument pesante et épouvantable. Mais bon, ça, on n'a pas de jugement de valeur à prononcer, hein, bien évidemment. Hein. Mais on a comment dire, une société, c'est une société qui est très difficile finalement à cerner parce qu'il y a une part où le jeu est intime et une autre où le jeu est fait par les yeux des autres. C'est la réputation. Et quand on dit il faut absolument qu'il y ait un défi après. Quand vous êtes injurié, s'il n'y a pas de défi, quand ça s'est passé en public, vous êtes déshonoré, vous êtes ce que vous paraissez. Donc si on vous dit plusieurs fois que vous êtes une putain, eh bien, il faut qu'il y ait une réaction. J'ai l'exemple d'une jeune femme qui a été injuriée comme ça dans les rues de son village, tous les soirs,
Et le mari finit par intervenir à la foire d'à côté, justement parce que là, il y a du monde, et il est connu, et finalement, il tue son adversaire. Et le roi lui donne une lettre de rémission, une lettre de grâce, parce que c'est un beau fait. Alors, si vous voulez, je comprends très bien, vous savez, Zidane, à un moment, a défendu sa sœur qui avait été traitée de putain. Hein. Ben voilà, c'est ça, l'honneur médiéval. Qui maintenant est d'ailleurs réservé, on le pense, au monde méditerranéen. Moi, ce que je vous décris, c'est vrai depuis le Midi jusqu'au nord, en Flandre en particulier. Vous voyez ? Donc on a une sorte d'uniformité. Et tout le problème, que je ne résoudrai certainement pas avant de mourir, c'est de savoir à quel moment ça a basculé pour finalement se terrer, en quelque sorte, dans les pays méditerranéens. Merci. Est-ce que seuls les hommes pouvaient défendre... Continue à parler, on va mettre le son. Est-ce que seuls les hommes pouvaient défendre l'honneur? Pardon? Parlez plus près du micro qui doit maintenant... Est-ce que seuls les hommes pouvaient défendre l'honneur? Est-ce que seuls les hommes peuvent défendre l'honneur? Oui, oui, grosso modo, oui. C'est-à-dire que c'est la femme, le plus souvent, qui est injuriée, et immédiatement, son honneur passe aux mains des hommes. Les frères, là vous avez vu dans le cas de la lettre de rémission, le père, éventuellement, s'il est encore en état de manier le couteau à trancher le pain, parce que c'est ça, en fait. Alors, attention. Vous faites très bien de me poser cette question, parce que vous avez quand même des femmes qui réagissent. Justement, j'ai publié une lettre de rémission en l'honneur d'un professeur de Genève, Michel Porret, d'ailleurs, quand il a pris sa retraite, sur une jeune fille, Perrotte Turlure, elle s'appelait. Ouais, ça ne s'invente pas quand même, ça. Hein. Perrotte Turlure, elle était jeune fille, un peu comme... mais d'un milieu plus aisé hein, que la petite de tout à l'heure, là, de Bussy-sur-Aisne, fille de fermier, et là aussi, il y a un noble qui vient pour l'emmener au jardin, au bois. Elle refuse, et finalement, elle le tue. Elle a pris le petit couteau à trancher le pain, et elle l'a tué, parce qu'il est arrivé au moment où elle faisait son casse-croûte, vers 10h du matin. Donc, vous voyez, c'est quand même pas fréquent. Et alors, le roi accorde la rémission à cette jeune femme, à cette jeune fille, et, chose exceptionnelle, il dit qu'il punira même celui qui pense qu'elle a été violée. C'est exceptionnel. Mais ça vous montre la force alors, d'un viol qui n'a pas eu lieu, puisqu'elle l'a tué avant. Un viol qui n'a pas eu lieu, mais qui a la réputation d'avoir existé. Rien que l'idée qu'elle aurait pu être violée peut la diffamer et l'empêcher de se marier. C'est ce que dit clairement la lettre. Merci. Merci. Une dernière intervention peut-être? J'ai une question sur le rôle joué par l'Église dans la définition des normes socialement acceptées. Et j'aimerais aussi savoir quelle était la réaction de l'Église vis-à-vis de cette violence éruptive des révoltes. Alors, c'est une très bonne question, monsieur. Merci. L'Église est comme le roi. C'est-à-dire qu'elle accepte parfaitement ce système, qui est un système de vengeance, hein, voilà, parce que c'est un beau fait. Jean Gerson, grand théologien du début du XVe siècle, dit qu'il préfère l'homicide commis pour l'honneur à la fornication ou à la fornication et même, dit-il, à tous les actes sexuels répréhensibles, commis par les moines en particulier.
voyez? Donc, on est au début du XVe siècle. Hein. Donc l'Église, bien sûr, elle condamne l'homicide. Elle condamne le sang, évidemment. Mais en même temps, la preuve, c'est que dans le texte sur Bussy-sur-Aisne, vous avez vu qu'ils étaient confrères. Donc dans une confrérie, c'est religieux. Hein. Ils étaient confrères, donc ils s'étaient jurés la paix entre eux. Et par conséquent, de ne pas s'attaquer. Donc il y a un travail, si vous voulez, de civilisation par le biais, effectivement, des contraintes imposées par l'Église. Mais ça a sauté. Vous voyez, c'est un cas tout à fait qui va dans le sens de la réponse que je peux vous faire. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer dans l'échelle des valeurs la place qu'occupait jadis l'honneur. Absolument. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire aux étudiants, si dans la rue vous demandez aux gens de dire quelles sont les 10 valeurs principales, les plus importantes, on vous dira le respect d'autrui, la tolérance, mais personne, je pense, ne mettrait l'honneur. Si on avait pu tendre le micro à des gens des rues, des villes de Paris au XVe siècle, je pense qu'en première position, on aurait dit l'honneur. Absolument. Et c'est ce qui permet de comprendre la gravité du blasphème en particulier, puisque c'est cette fois l'honneur de Dieu qui est en jeu. Absolument. Absolument. Alors, si vous voulez, il faut toujours mettre un bémol, parce que moi, je me disais, l'honneur a régressé, c'est vrai, absolument vrai, bien entendu. Mais il en reste encore des comment dire, des bribes importantes. Et je viens de tenir un colloque, il n'y a pas très longtemps, au mois de novembre, sur l'infamie, avec des magistrats. C'est passionnant, ça a été passionnant, parce que les magistrats vous disent que finalement, ils restaurent, eux, l'honneur de la victime. Et que c'est très important, cette notion-là, en matière de justice actuellement encore. Donc il faut réfléchir à tout cela, c'est passionnant, hein, parce que c'est évidemment, moi j'avais tendance à penser que c'était quand même terminé. Non, c'est encore, ça fait partie des rouages encore de la justice. Donc c'est à eux maintenant de restaurer justement l'honneur et non plus à celui qui a été injurié. C'est ça la grande différence. Merci beaucoup. L'heure ayant tourné, nous arrivons maintenant au terme de cette conférence. Avant d'applaudir encore pour la remercier Claude Gauvard, je vous rappelle que vous pouvez la rejoindre au rez-de-chaussée, à la librairie, où certains de ses livres, vous les avez vus ici, sont en vente. Elle sera d'accord de vous les dédicacer. Claude Gauvard, du fond du cœur, merci.